in rechten. Bir müşteri olan Im rechten Teil an der Nordseite. Moving forward. Ce que je vais vous livrer, ce n'est pas du tout des résultats de recherche, comme a pu le faire Juliette et d'autres, mais c'est plutôt un certain nombre de réflexions illustrées, finalement, en reprenant un mot de Marc Dumont, sur la plasticité des espaces périurbains, justement pour susciter d'autres formes de mobilité. Et donc cette plasticité des formes périurbaines, je vous propose d'y réfléchir avec l'exemple des centres commerciaux. Voilà. Alors, les centres commerciaux, on connaît tous ce que c'est des grandes concentrations commerciales. Donc, il y avait un modèle américain qui s'est développé beaucoup en France et qui marque donc fortement nos périphéries de grandes villes. Et vous voyez là cette photo. Et assez simplement, on le sait très bien, les centres commerciaux se sont localisés en périphérie des villes, principalement au croisement entre les radiales et les rocades autoroutières pour bénéficier d'une très bonne accessibilité. Donc c'est une forme très caractéristique de nos périphéries urbaines. Alors elle est caractéristique, mais c'est vrai que, puisqu'on compare avec d'autres pays européens, elle est très inégalement développée selon les pays. Une étude du CREDOC rappelait que pour les parts de marché des hypermarchés, c'est-à-dire de plus de 2500 mètres carrés, pour l'alimentaire, sont très différentes d'un pays à l'autre. En France, c'est 53%, au Royaume-Uni, 56%, à peu près pareil, mais c'est que 33% en Allemagne et que 4% par exemple aux Pays-Bas. Donc on a quand même des formes périurbaines qui sont quand même extrêmement différentes, du fait d'ailleurs de législations très, très diverses. Donc les supermarchés vont évidemment durablement exister, et hypermarchés grâce à l'automobile. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle peut être les mobilités alternatives et comment les changements de mobilité peuvent toucher cette forme périurbaine. Alors c'est une question qui est un petit peu reconsidérée par plusieurs éléments. Déjà, par les commerçants eux-mêmes qui se rendent compte, on le voit bien sur différentes études, que depuis quelques années, il y a une demande assez forte de proximité et on a un développement des plus petites surfaces commerciales. Cela dit, c'est surtout vrai dans les villes-centres et les banlieues immédiates. Dans le périurbain, on est encore sur une dynamique de concentration des surfaces commerciales. Mais il y a quand même ce changement intéressant à noter. Autre chose qui est intéressante, c'est que beaucoup d'études montrent que l'évolution de la desserte par les transports collectifs peut être extrêmement intéressante pour les commerces. Alors là, c'est un chiffre que m'a donné la société Auchan. Toulouse, un centre commercial à Gramont, la part des clients qui viennent en métro est passée entre 2004 et 2010 de 18 à 30%. Donc on voit bien l'intérêt. Et par ailleurs, ça fait 20% du chiffre d'affaires. Donc c'est des clients qui partent avec des caddies un peu moins remplis, évidemment, puisqu'ils les portent pour la plupart d'entre eux. Mais donc c'est quand même un élément substantiel qui amène un peu aussi à reconsidérer cette forme-là. Enfin, troisième élément qui fait qu'on y repense, hier il y a eu des exposés aussi cette question-là, il y a un développement du e-commerce ou du m-commerce avec le mobile, et ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir aussi une déconnexion potentielle entre des lieux où on va découvrir des produits, et puis on n'est pas obligé de les emmener directement, on peut se faire livrer plus tard, etc. Donc peut-être, je dirais, on peut venir les mains dans les poches dans les centres commerciaux et repartir également les mains dans les poches, qui changerait aussi peut-être les pratiques modales. Donc voilà, les commerçants passent là-dessus. Les chercheurs aussi ont montré beaucoup de choses. J'en ai cité que quelques-uns, qui sont d'ailleurs presque tous dans mon labo, mais il y en a énormément d'autres qui travaillent là-dessus. Mais simplement pour mettre en avant ces dimensions de proximité dans les pratiques, les enquêtes ménage-déplacement montrent qu'en gros, c'est autour de 4 km autour du domicile que l'on fait ces courses, même dans les hypermarchés. Et aussi qu'il y a beaucoup de pratiques peu observées, des gens qui vont à pied, même dans des configurations où vraiment ça s'y prête très très mal. Il y a tout un tas de pratiques qui dépassent cette figure. Et donc on a envie ce que j'ai proposé, c'est dans un terrain de recherche collectif qu'on mène pour le PUCA, une réflexion sur quelle est l'insertion urbaine des centres commerciaux dans cette périphérie nord de Paris, donc Val d'Oise et sud de l'Oise. Quelle est l'insertion des centres commerciaux et quelle alternative possible ils peuvent offrir pour des pratiques à pied, à vélo, parce que je parlerai moins des transports en commun. Donc on a sélectionné ici 24 sites qui sont des grands centres commerciaux de plus de 3000 m² comprenant au moins 2 commerces. Alors, premier élément, c'est vraiment simple, mais c'est pour rappeler une évidence, c'est qu'en fait, ces centres commerciaux périphériques ont une certaine proximité. Et quand on regarde les rayons de proximité de ces grands centres, il y a quand même du monde dedans. Et en gros, un habitant sur deux de cette vaste zone habite à moins de 3 km de ces très grandes surfaces commerciales. Donc les rayons de proximité ne sont pas du tout négligeables, notamment du point de vue des commerçants, quand on voit notamment le rayon de 1 km. Alors ça, c'est assez important parce qu'en fait, on le verra par ailleurs, c'est souvent ce rayon qui est le plus mal desservi, assez bizarrement, puisque c'est l'automobile qui avait d'abord été pensée. Donc on a une proximité importante.
Donc après, on a essayé de construire une typologie cette fois-ci, en se disant que finalement, le périurbain, la question, c'est peut-être moins est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais plutôt comment on pourrait aménager différemment et mieux. En fait, quand on regarde la typologie, finalement, c'est qu'on se rend compte, on en a parlé, de la diversité des périurbains, mais le centre commercial aussi est une forme très, très diverse, malgré tout, quand on le regarde du point de vue de son insertion urbaine. On a tout en haut, vous voyez la carte de l'île Adam, c'est le centre commercial déconnecté de tout, quoi. C'est un isolat uniquement relié par la route. Il y a 6 cas comme ça. On a des cas de sites qui sont en continuité des tissus urbains, mais qui sont déconnectés pour des raisons viaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des coupures viaires, en gros des autoroutes, en fait, des routes importantes, qui rendent en fait impossible l'accès piéton, la plupart du temps, à des centres commerciaux, ou très difficile l'accès. Et donc, on a 4 sites dans ces cas-là. On a d'autres sites, 3 sites, par exemple celui des Anvilles, vous avez la photo sur la droite. C'est des sites qui sont implantés dans la ville avec une porosité relative, c'est-à-dire qu'en fait, c'est facile d'y accéder à pied ou à vélo, mais c'est une facilité a posteriori, c'est-à-dire que ça n'a pas été pensé comme ça, mais la ville a évolué et l'a permis par la suite. Enfin, nous avons 8 cas très intéressants, c'est des potentiels d'intégration ignorés, et ça c'est relativement important. En fait, c'est tous des sites qui sont très accessibles par les réseaux viaires, etc., mais ignorés par les aménagements du type il manque un passage piéton, etc. Et en fait, c'est la plupart des cas, il y a 8 sites. Enfin, on a 2 sites bien insérés, et c'est un des plus anciens d'ailleurs des centres commerciaux de notre zone, c'est par exemple celui de Sarcelles, qui est bien inséré, parce qu'en fait, c'est la structure, on faisait de la mixité, etc., de la mixité fonctionnelle, c'était le modèle des grands ensembles. Donc de ce côté-là, ça marche. Voilà. Alors, analyse un petit peu de cette typologie périurbaine. Finalement, ce qu'on voit bien, c'est qu'on dit souvent c'est la pression foncière qui fait qu'on s'écarte de la ville. Ben, en fait, non. Puisqu'en fait, c'est dans les zones où le foncier est le moins cher qu'on est souvent le plus mal inséré. C'est notamment tous les sites de l'Oise qui sont dans ce cas-là. Est-ce qu'on observe une évolution vers des sites mieux insérés aujourd'hui qu'hier? En gros, plus de durabilité, vu que c'est le terme des politiques publiques. En fait, on ne peut faire aucun lien entre la typologie d'accessibilité piétonnière vélo et la génération de ces centres commerciaux. Parce qu'en plus, donc, on a des modèles intéressants, il y a un qui date des années 60, l'autre des années 80. Ça ne peut pas se lire de cette manière-là. Enfin, sur la typologie, ce qu'on voit aussi d'intéressant, c'est qu'il y a des potentiels de proximité qui sont souvent très importants, et ça fait longtemps que la littérature scientifique le dit, là c'est un Américain dans les années 80, c'est qu'en fait, il y a donc un potentiel de proximité très important qui nécessite souvent des investissements extrêmement légers du point de vue de l'investissement public pour rendre possible une accessibilité de qualité pour des piétons ou des vélos. Alors pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, ce matin, on disait oui, en fait c'est simple, mais il y a des blocages. En fait, il y en a plusieurs. Donc il y en a un qui relève évidemment de la fonctionnalité des commerces. C'est souvent le problème de la logistique. Il y a des façades pour les livraisons, etc. C'est très compliqué à insérer. Et donc souvent, on a 1 ou 2 façades qui sont vraiment très délicates à mettre en position proche de la ville. Autre élément, c'est des questions de sécurité. Vous voyez la photo de Taverny en bas à gauche. C'est un problème de sécurité des commerces et des résidents autour qui en fait demandent la fermeture. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a des gens qui fréquentent le centre commercial qu'on n'a pas envie de voir dans les zones pavillonnaires à côté et vice-versa. Donc il y a une représentation peut-être de ces problèmes de sécurité, mais en tout cas c'est un élément extrêmement important pour la fonctionnalité commerciale. Et puis il y a une représentation dominante, ça me semble important. Je ne savais pas qu'on aurait un Danois parmi nous, mais donc j'ai mis une photo de Copenhague pour bien montrer qu'effectivement, là-bas, sur un centre commercial, on peut avoir du vélo. Donc cette représentation dominante, en fait, on la voit bien sur la photo tout à droite des Anvilles, où vous avez le passage piétonnier, vous voyez, qui fait un circuit tout à fait étonnant, parce qu'il a été construit a posteriori, parce qu'a priori, on n'avait pas pensé que c'était possible de traverser une rue pour se rendre dans un centre commercial, qui montre bien ce problème de représentation. Alors, à partir de cette présentation, maintenant, plutôt en termes de prospective, et qu'est-ce qu'on peut faire? Je me suis risqué à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces grandes surfaces commerciales, en faisant l'hypothèse qu'elles se maintiennent? Parce qu'on pourrait supposer qu'elles disparaissent, mais j'ai fait l'hypothèse qu'elles se maintenaient. Alors, en fait, dans les scénarios d'urbanistes, etc., il y a le courant New Urbanism aux États-Unis, tout à fait intéressant sur la reconversion des zones suburbaines. Ils produisent des manuels comme celui-là, le Sprawl Repair Manual. Il y a vraiment toute une littérature intéressante. Et avec ces petites cartes qui montrent bien la façon dont c'est pensé et qui me semble en fait assez naïve. C'est qu'en gros, vous voyez en haut à gauche les centres commerciaux, des grandes surfaces de parking, et assez simplement, à la place des parkings, on met des îlots qui ressemblent un petit peu à des îlots haussmanniens, c'est-à-dire avec des immeubles de 4-5 étages, 10 bureaux en bas, des espaces verts, etc. Donc une transformation par la diversité fonctionnelle,
qui est intéressante, mais qui laisse tout en suspens comment fonctionne cette ville une fois qu'on fait ça. C'est-à-dire, là, il y a un problème, c'est que c'est assez joli du point de vue esthétique, enfin, on peut apprécier, mais en tout cas, ça pose la réflexion sur la fonctionnalité de la ville, et elle me paraît un petit peu absente de ces réflexions. Alors, en fait, à partir de ça, de ces postulats, en fait, on voit qu'il y a un peu 3 pistes de réflexion que je vous soumets. C'est qu'en fait, à partir de ces grands centres commerciaux périurbains, la première chose à laquelle on peut penser, c'est que finalement, ils se placent sur des nœuds d'accessibilité principalement automobiles. Et finalement, c'est l'utilisation de ce nœud pour en faire un hub. Et on pourrait imaginer qu'on en fasse des lieux d'intermodalité. C'est-à-dire qu'en gros, le passage depuis la voiture vers le transport collectif pourrait se faire préférentiellement à cet endroit-là, puisqu'il y a déjà un nœud important. Et par ailleurs, c'est un lieu d'attraction important pour des gens. Alors ça, c'est une idée qu'avaient d'ailleurs développé deux étudiants qui sont ici, Étienne Abérin et Clément Jacquemer, qu'ils avaient développé pour le GART. Donc ça peut être une option, mais finalement, on ne remet pas en cause le fonctionnement centre-périphérie. Est-ce que j'ai mis les petits triangles bleus en haut, ce serait plutôt des habitations, et l'étoile verte plutôt du logement, du travail. Mais on ne remet pas en cause, on va dire, la grande trame de fonctionnement, de séparation des fonctions dans ces espaces périurbains. Une deuxième possibilité, finalement, dans ces pistes de transformation, c'est celui de l'insertion par la densité du réseau viaire. On voyait bien qu'il y avait énormément de possibilités, finalement, par des investissements relativement modestes, mais parfois difficiles, parce qu'ils remettent en cause certaines fonctions routières de certains grands axes, de créer de la porosité, finalement, entre ces différentes parties de la ville sectorisée. Ce serait plutôt la réponse par le maillage, par l'atténuation des grands effets de coupure qui sont principalement liés aux grandes routes. Le troisième type de proposition, c'est un petit peu ce que proposaient les Américains sur la carte, sur l'image précédente, c'est finalement la centralité, c'est-à-dire on copie la centralité historique et l'on met là où on a une polarité commerciale, on y rajoute des habitants, de tout. En fait, on fait sur ces pôles périurbains, on recrée en fait la centralité historique en y mettant un petit peu la même chose, c'est-à-dire la densité, la diversité dans la proximité. C'est un petit peu la troisième étape. Alors, quand on voit ces modèles de transformation périurbaine, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait viser? En fait, je pense que là, le lieu parle, parce qu'il y a certains lieux qui pourraient se prêter à de la constitution de centralité, parce qu'il y a quelques centres commerciaux qui sont près de gares, etc., où on pourrait imaginer justement de créer de véritables centralités. Mais c'est assez rare, en fait, dans les cas qu'on a vus précédemment. Et par ailleurs, en fait, sur cet idéal de centralité, finalement, il me semble un petit peu suranné, et moi je serais plutôt partisan de la voie 2, en fait, la densité de réseau viaire, plutôt pour garder la sectorisation du périurbain, espace peu dense, etc., qui permet un bon fonctionnement de l'ensemble des fonctions périurbaines, et qui me paraît aussi mieux correspondre à ce qui est la centralité vécue des périurbains, où en fait, dans un texte un petit peu ancien que j'ai découvert il y a peu de temps, de Jean Rémy, il développe cette idée de centration pour dire que finalement, dans le périurbain, il y a aussi des lieux de ressources symboliques, comme dans la ville historique, mais que ces lieux ne sont pas au centre, forcément, qui peuvent être multiples, démultipliés, et que finalement, cette démultiplication de lieux d'ancrage dans la proximité fait la caractéristique du périurbain, et que peut-être on peut imaginer finalement de construire des possibilités de mobilité alternative à l'automobile et de la qualité qui prennent en compte cette particularité-là et qui ne vient pas forcément, comme dans l'exemple de la centralité, forcément recomposer finalement un maillage commercial qui singerait celui qui existe dans les centres-villes historiques. Merci beaucoup. Mais donc, à vous entendre, c'est la raison pour laquelle vous préférez parler de franges, ou une des raisons pour lesquelles Marc Dumont préférait parler de périphérie. Pourquoi vous n'allez pas carrément jusqu'à parler de polycentrisme? Je sais bien qu'en général, la notion de polycentrisme est plutôt utilisée pour, on va dire, des grands centres. Mais si je vous entends bien, il y a une vraie centralité du périurbain. Vous êtes le seul à dire ça ou vous êtes nombreux? On ne l'a pas beaucoup entendu, me semble-t-il, hier, sauf erreur de ma part. Il me semble que oui, il y a des grandes polarités d'emploi, je crois qu'hier vous en avez parlé, et puis aussi de commerce. Mais effectivement, je pense que ce qui est différent dans le périurbain, c'est pas c'est que les centralités prennent des formes différentes. C'est-à-dire que c'est pas... je pense que c'est ça la particularité, mais des lieux... C'est-à-dire dans la centralité, il y a deux éléments. Il y a
ce qui relève de l'agrégation de flux. Et ça, on a des lieux où les flux s'agrègent, des usines, des centres commerciaux, d'autres parfois temporaires, des lieux de rassemblement festif et autres. Donc il y a ces polarisations de flux, de personnes, de marchandises. Et puis dans la centralité, il y a cette dimension aussi symbolique, ce lieu qui donne sens. Le centre d'une ville, c'est ce qui est son image. Mais ce qui est particulier dans le périurbain, c'est que cette dimension symbolique de la centralité n'est pas forcément au même endroit que ces lieux d'agrégation de flux. Et dans l'exemple du New Urbanism, on veut remettre l'un sur l'autre, comme un peu dans les images quand on est enfant chez l'ophtalmo, il faut remettre l'oiseau dans la cage. Mais ça me semble un peu méconnaître cette spécificité, on pourrait dire, d'une sorte de centralité symbolique diffuse aussi dans le périurbain, qui est, à mon avis, une des particularités et qui fait qu'il faut peut-être penser aussi... qu'il faut penser différemment, ce qu'on fait d'ailleurs, mais ce qui implique des aménagements un petit peu différents. Ceci étant, on n'a pas vraiment eu le sentiment, avec vos 3 pistes ou vos 3 scénarios, que l'utilisation de la voiture peut véritablement diminuer à terme pour se rendre à l'hypermarché. Non, je pense que Jean-Pierre Orfeuille dira mieux que moi, que je pense que la voiture va rester durablement le mode de transport dominant, notamment pour faire ses courses en zone périurbaine, enfin encore pendant, je ne sais pas, mais peut-être encore 2 décennies, je pense, on peut pronostiquer ça. Mais qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on pense les modes alternatifs, c'est ça qui me semble intéressant, c'est que penser les modes alternatifs et la possibilité de se rendre par d'autres modes, ça permet de penser autrement les agencements et donc les formes et la qualité de vie. C'est ça qui est assez déterminant. C'est-à-dire que c'est ça qui me semble intéressant dans la réflexion sur les modes alternatifs à l'automobile pour des espaces périurbains. C'est moins viser un changement très rapide des parts modales. Ça me semble délicat, même si c'est possible que ça change. D'ailleurs, il y a quelques éléments qui montrent que ça change. Mais c'est réfléchir à ces modèles-là, à ces modes de transport, ça amène à reconsidérer des aménagements différents, de la qualité, etc., sur lesquels tout le monde, à mon avis, aussi peut être gagnant. C'est ça qui me semble intéressant dans la réflexion. Merci beaucoup. In Rechten.